Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue aux séances Kinugo. On est à l'épisode 8 des séances Kinugo. Et les séances, dans le fond, c'est des discussions avec des coachs, des préparateurs physiques, des athlètes, dans le fond, des acteurs de l'activité physique à Montréal. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui a multiples chapeaux à sa tête. J'ai Adel Chiab. Comment ça va? Ça va bien, toi? Quand je dis multiples chapeaux, un pratiqueur du mouvement, un kinésiologue, parce qu'il a fini sa formation en kinésiologie. C'est ça. Il est ostéopathe. Il est fondateur du Movement Practice Montréal, lieu dans lequel on enregistre. Et également, à la fin, formateur des gens qui font du mouvement, handstand, mobilité et plein d'autres choses. Et sur ce, je voulais rentrer direct dans le sujet du mouvement, parce que je suis sûr que plein de gens vont pas comprendre nécessairement sur quoi on parle. Et j'aimerais qu'on parte cette entrevue avec un peu ta perspective sur qu'est-ce que le mouvement comme tel. Et après, on parlera un peu d'ostéopathie. Et après, bien sûr, on reviendra un peu sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené à qui tu es aujourd'hui? Donc, allons-y tout de suite. C'est quoi le mouvement? C'était quoi le mouvement? Ça représente quoi? Le mouvement, c'est une pratique généraliste. Moi, j'ai découvert ça, dans le fond, un peu avant le Covid, avec Ido Portal, qui était un des préparateurs physiques de Conor McGregor quand il était À aux son US. sommet, hein? Ça, ouais. C'est là que ça a été un petit peu connu. Ido Portal, c'est quelqu'un qui a un peu rendu ça, on va dire, plus connu. J'ai jamais eu la chance de m'entraîner avec lui ou d'apprendre de lui, mais j'ai commencé en fait à m'éduquer à ce sujet avec un de ses étudiants, puis j'ai rencontré différents de ses étudiants et j'ai appris avec différents de ses étudiants aussi. Puis pour moi, la pratique du mouvement, c'est quelque chose qui est venu à un moment où je cherchais du sens dans mon entraînement et dans ma pratique. J'avais plus de motivation à juste faire de la muscu ou de la calisthénie. J'accumulais beaucoup de blessures. Puis pour moi, il fallait que je fasse quelque chose de plus complet. Et j'étais à la recherche un petit peu, tu sais, de sens par rapport à l'entraînement. Pourquoi est-ce que je fais ça et qu'est-ce qui serait d'une certaine façon euh, la meilleure, tu sais, façon de s'entraîner qui accumule créativité, mobilité, force, explosivité, mais aussi dextérité, expression, recherche, compréhension, philosophie. Puis la pratique du mouvement, c'est quelque chose qui englobe toutes ces sphères-là. C'est pas pour rien que ça s'appelle movement practice, c'est parce que c'est une pratique et qui est d'ailleurs très inspirée de la pratique du yoga. Donc il y a aussi une partie spiritualité et philosophique à cette pratique-là que moi j'aime beaucoup, qui m'aide à, on va dire, à amener du sens à ce que je fais. Dans ce même sens, comment tu définirais à quelqu'un dans le concret, quelqu'un qui dit, Adèle, je veux participer à un de tes cours, ça Ouais. ressemble à quoi? Là, je comprends l'aspect très global, le mouvement, la créativité, la mobilité. Moi, j'en ai fait grâce à toi un peu. Ouais. Dans un certain sens, tu m'as donné quelques trucs parce que je suis allé le consulter comme ostéo, bien sûr. Mais juste pour que quelqu'un qui sache pas c'est quoi le mouvement, il t'entend parler, c'est des mots assez complexes un peu, Ouais. qui ont une grande profondeur. Mais si on ramène ça au plus simple, à quoi quelqu'un peut s'attendre à un cours de mouvement? Au plus simple, je pense qu'il faut regarder vraiment le prof, parce que chaque prof de mouvement en fait va être différent. Euh, c'est une approche et au final, moi dans mes cours, je partage ce que j'ai appris et ce que j'ai découvert au travers de mon parcours. Donc par exemple, j'ai fait de la calisthénie pendant 3 ans, donc il y a beaucoup d'exercices de calisthénie qu'on fait. J'ai fait de la danse contemporaine pendant 1 an, donc il y a aussi des principes de danse contemporaine. Je me suis entraîné avec des profs de mouvement, donc j'ai pu, on va dire, acquérir certains knowledge par rapport à ce que eux ils faisaient. Par exemple, mon prof Marcello vient du monde du parcours, donc il y a différents principes et concepts du parcours aussi qu'on peut retrouver dans mes cours. Euh, j'ai fait classique quand on travaillait ensemble, weightlifting, conditionnement et tout ça. Donc, il y a aussi de ça qu'on retrouve dans les cours. J'ai un grand amour pour les équilibres sur les mains. Je me suis entraîné avec des artistes du Cirque du Soleil, des gymnastes.
Et donc, j'aime beaucoup aussi donner des cours d'équilibre sur les mains. D'une façon générale, juste pour te donner par exemple l'horaire que j'ai cet hiver, il y a des cours de handstand, des cours de mobilité où on focus sur les splits et le pancake. Le mardi, on fait du floor work, donc c'est très danse contemporaine, mouvement au sol. Mercredi, on fait des accros, ça ressemble beaucoup à de la capoeira ou gymnastique, donc tout ce qui est roue et tout ça. Le jeudi, je donne un cours de coordination et les différents sujets qui sont reliés à la coordination. Ça pourrait être un cours qu'on pourrait visualiser plus, on va dire, théorique et exploratoire pour beaucoup de gens. Donc, c'est faire comprendre, en fait, comment les mécanismes de la coordination fonctionnent dans le corps. Et le samedi, on fait un cours dans un autre studio qu'ici, un petit peu plus grand parce que Faut de l'espace. faut de l'espace et j'ai un espace. Je suis très content d'avoir cet espace, mais il est assez limité. Et le week-end, on s'amuse, on fait plein de trucs, on combine tout et on bouge tous ensemble. Fait que c'est certains mouvements qu'on connaît déjà, de la danse, la calisthénie, du weightlifting, avec une approche, comme tu dis, plus philosophique, où bien sûr, toi, tu prends le temps de montrer aux gens d'autres facettes et on va pouvoir y revenir parce que, comme je l'ai dit, je veux vraiment qu'on ait une idée de c'est quoi le mouvement parce que Adèle, c'est l'expert, un des experts à Montréal. Je sais pas s'il y en a d'autres, pas manquer de respect à d'autres personnes parce que déjà, j'en connais un en passant qui est ton collègue. Maintenant, si on peut définir l'ostéopathie, tu es ostéopathe, tu le pratiques. Ouais. Comment tu définis l'ostéopathie au grand public, à quelqu'un qui a peut-être essayé la physio, la chiro, la kinésiologie et qui l'entend de son cousin, de son ami, et tu devrais aller voir tel ostéopathe. Toi, comment tu définis ton approche? Mon approche, enfin, déjà l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle, hein, donc je manipule les corps des gens. On va faire des évaluations articulaires, range, si il y a toujours une capacité de générer de la force, la tension, s'il y a des douleurs. Donc c'est une thérapie manuelle et c'est une thérapie qui englobe l'ensemble des systèmes du corps humain. Donc, je prends en compte autant le système musculaire et articulaire que le système viscéral, par exemple. Donc, je vais poser des questions sur la digestion. Je vais aussi regarder d'un point de vue crânien, système nerveux. L'ostéopathie, c'est une médecine qui est relativement jeune, qui est reconnue dans certains pays, qui n'est pas reconnue dans d'autres. Par exemple, au Québec, C'est difficile. il n'y a pas d'ordre professionnel des ostéopathes au Québec, mais les assurances privées reconnaissent l'ostéopathie et nous permettent de travailler. Et donc, moi, j'ai définitivement une approche généraliste, mais c'est sûr qu'après, j'ai quand même pas mal de gens que je vois qui viennent suite à des cours de mouvement, calisthénie, danse. Donc, je vais souvent avoir une patientèle qui a des douleurs et qui souhaite pouvoir bouger et s'entraîner. Excellent. Fait que vous avez une définition du mouvement, une définition de l'ostéopathie. La vraie question, c'est est-ce que le jeune Adèle en doit s'imaginer un jour pratiquer le mouvement, l'ostéopathie? Tu le dis, c'est une science, l'ostéopathie, c'est une science jeune. Plus jeune, c'était quoi tes aspirations? T'étais un jeune turbulent, tu rêvais d'être pompier. C'est quoi qui se passait dans le cerveau du jeune Adèle? J'étais un jeune turbulent. J'étais un jeune turbulent au début et en fait, j'ai commencé à me calmer quand j'ai commencé à faire du sport. J'avais 11 ans, je pense. Donc, c'était 6e année. Ouais, 6e année, j'ai commencé à jouer au handball. Avant ça, je pratiquais pas de sport et du coup, tu sais, je faisais plein de conneries. des bêtises. Comme tout jeune enfant qui doit un peu s'exprimer. Ouais, c'est ça. Et en commençant le sport, j'ai commencé à me faire des amis avec qui je pouvais pratiquer d'autres sports aussi à l'extérieur des entraînements. J'ai commencé avec le handball. Ça a vraiment été mon sport pendant quasiment Très longtemps, genre. 8 ans. Là, j'ai fait que ça pendant très longtemps. Et Je dis très longtemps parce que quand je l'ai rencontré chez Nautilus, quand on était les deux entraîneurs à ce moment-là, tu jouais encore Ouais. au handball. Ouais. Fait que ça part vraiment depuis l'âge de 11 ans. ouais, j'ai commencé à 11 ans. Un amour au sport qui t'a quand même suivi
Ouais. Il y a un bon bout. C'était, tu vois, dans mon parcours scolaire, on y reviendra plus tard, mais le sport, ça a été, je sais pas trop quoi faire, je vais aller faire du sport. Genre, c'est pour ça que j'ai fini en kin, hein, d'une certaine façon. C'était la vision que j'avais. J'ai pas. Quand j'étais jeune, tu vois, j'avais pas d'ambition, tu sais, de devenir quoi que ce soit de spécial. Je pense que je vivais un peu ma vie au jour le jour, ce qui me ferait beaucoup de bien aujourd'hui si je pouvais retrouver un peu cette sensation de vivre le moment présent et d'être au jour le jour. Mais ouais, je dirais pas que j'avais d'ambition tant que ça. Quand je jouais au handball, j'ai eu un moment où je voulais être un athlète professionnel et jouer pour l'équipe de France. Euh, j'ai même appliqué à l'université en France pour faire un sport-études en France. Ça n'a pas donné. Ça t'a donné, bon. Tant mieux parce qu'on t'a Tant ici. mieux, ouais. Et comment tu penses que ce parcours de handball t'a forgé aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'a amené comme valeur, comme principe d'avoir pratiqué un sport, sachant que tu étais un jeune qui, à ce moment-là, comme tu le dis, pas nécessairement d'ambition sur plus loin, tu pratiques le sport, mais indirectement, le sport doit t'inculquer Ouais. certaines valeurs. Les grandes valeurs des sports d'équipe, je pense que c'est la première chose, c'est que tu peux compter sur tes partenaires, hein. Tu sais, quand tu es dans une game et que tu essaies de gagner, t'es pas tout seul sur le terrain. Donc, je pense soccer, tu sais, c'est pareil. Là. Faut que tu puisses compter sur ta défense si tu es en attaque, puis faut que tu puisses compter sur ton attaque si tu es en défense, hein. Donc, tu sais, d'apprendre à faire confiance à tes partenaires, avoir le même objectif que d'autres personnes et de travailler ensemble pour atteindre cet objectif. Ça m'a aussi définitivement appris à perdre. Quand j'étais jeune, là, j'aimais pas perdre. Ça m'arrivait souvent de flip de balle et de tout casser quand on jouait à des jeux de société, là. Et le sport, ça m'a calmé parce que quand j'ai commencé, puis moi, quand j'étais petit, j'étais pas très grand, hein, j'étais pas très gros. Puis quand t'es face à un gars de 16 ans, puis toi, t'as 14 ans. Sentiment d'injustice, hein? T'es comme bon. Tu sais, je peux pas faire grand-chose. Donc, ça m'a appris à perdre et ça m'a appris à faire confiance. C'est le sport qui m'a aidé aussi à me faire des amis, tu sais, à l'école et tout ça. Donc, je dirais que c'est pas mal ça, les grandes valeurs. Tu disais que tellement tu as pratiqué ce sport, puis il n'y avait pas d'autres avenues, tu appliques pour le sport-études. Bon, Ouais. tu nous l'annonces que tu n'as pas été pris. C'était quoi tes options à ce moment-là? Qu'est-ce que tu dis que tu vas faire? Ouais. J'étais au collège Marie de France, hein, sur Queen Mary. Puis, tu sais, il fallait faire les inscriptions, université, tout ça, là. Puis, vu que je suis français, j'ai la nationalité française, j'étais comme, c'est un avantage, en fait, si tu veux aller jouer en France, qui est un gros centre en termes de handball, là, parce qu'au Canada, il y a pas d'option, là, c'est pas Donc, professionnel. j'ai jamais entendu quelque chose de compétitif ici. Mes amis me disaient souvent avec comme Booba, tu sais, il dit genre personne te regarde comme le handball, là. Mais en France, c'est gros, là. Il y a, En France, c'est gros. t'as l'euro et tout. Ouais, en France, c'est gros. La France se débrouille assez bien en handball. Plusieurs fois champion olympique. Exact. Donc, tu sais, j'avais ce rêve-là et mes coachs me disaient ici, tu sais, parce que en tant que club, tu peux recruter que 2 joueurs internationaux. OK. Et donc, ils me disaient, toi, t'es français, du coup, ça leur enlève pas une de ces cartes. Donc, tu peux aller jouer sans que ça mette une pression à un club. Donc, j'ai appliqué et ça n'a pas marché. Et mes plans B, c'était d'aller à l'université de Montréal et même pas en kin au départ. Je suis rentré en sciences biologiques. OK. Un semestre, je me voyais être un explorateur, les volcans, les animaux, tout ça. Et j'ai fait une session à l'université et j'ai détesté ça, c'était horrible. Oui, tu me dis ça et je te dis, je te vois pas là-dedans, là. Non, c'était horrible, tu sais, il fallait tout apprendre par cœur. Je me souviens, il y avait un cours où c'était genre différencier les types de feuilles sur les arbres. Donc c'était genre cette feuille-là, c'est ce type de feuille, cette feuille-là, c'était genre une session au complet là. Et j'étais comme OK. Pour quelqu'un qui fait du sport, c'est le pire ennemi, là. Ah ouais, non, j'ai pas été capable. J'ai fait une session, et puis j'ai complètement drop. Et après, je suis rentré en kin tout de suite après à la session d'hiver. Donc la Et kin, comment t'apprends de la kin? Parce que j'ai parlé à plusieurs de mes collègues, j'ai parlé avec des gens. La kin, c'est pas nécessairement le domaine le plus connu encore à ce jour. Et on parle il y a environ déjà une dizaine d'années probablement.
Ouais, un petit peu plus là. Un petit peu plus qu'une dizaine d'années. Toi, comment tu exactement. apprends que le programme existe? Je sais que c'est l'Université de Montréal, t'es déjà proche de savoir c'est quoi la kin. Qui t'en parle? Quelqu'un te guide vers ce bac-là? Non, je pense, je me souviens, il y avait comme comme un petit livre là où tu avais La tous peut-être et les programmes. tous les programmes. Je me rappelle de ce pamphlet-là. Et là, je regarde tous les programmes et je vois à côté de Kin, il y a écrit genre un mot, je pense, activité physique, hein? comme ça. Puis là, je regarde sur Internet, je suis comme, ok, ouais. T'es bon, on éduque. Vraiment, comme ça. C'est vraiment comme ça que je suis tombé dans la Kin. Et comment tu as trouvé ton parcours? Parce que je sais, probablement mi-chemin, tu fais déjà le saut, tu apprends sur l'ostéopathie. Est-ce que Non. tu complètes ton bac puis tu fais ostéopathie ou... Ouais, je complète mon bac, je rentre à l'hiver, je complète mon bac, puis moi à l'université, en- j'ai jamais été un élève, on va dire, euh, très sérieux dans Niveau académique, là? tu sais, niveau examen là, oui, là, ça j'ai Ouais. jamais eu de problème à ce niveau-là, mais d'être présent en cours, d'écouter tout ça là, j'ai passé, je pense quasiment 1 an sur mes 3 ans où j'allais pas à mes cours là, à l'université là. J'étudiais dans les livres et je passais mes examens. Après, parce que tu as plein de profs qui font juste lire des diapos, là. Tu sais. Ouais, Comme, c'est ça. ok. On connaît le classique. Ouais, donc j'ai passé mon bac comme ça et après mon bac, j'ai travaillé au Énergie Cardio pendant 2 ans. Puis c'est l'énergie cardio qui m'a dégoûté De l'entraînement. ouais, du monde de l'entraînement. J'étais comme, ok, je peux pas faire ça de ma vie. Puis j'avais plusieurs, tu sais, clients qui avaient des douleurs et les clients, quand ils ont un entraîneur, ils demandent à leur entraîneur, genre, qu'est-ce que je peux faire? Puis nous, on est comme, Pas outillé. ouais, tu sais, je sais pas, va voir un physio. Donc je me dis, je me verrais bien rentrer en physio ou en ostéo. Puis là, j'avais un ami qui jouait au handball avec moi qui était ostéopathe. Du coup, on en a parlé un petit peu. Et j'avais une autre amie euh, qui jouait aussi au handball et qui, elle, faisait des procédures pour rentrer dans une école d'ostéo. Euh, puis honnêtement, ce qui m'a fait choisir l'ostéo ou la physio, c'est que la physio, je devais faire 1 an à l'université pour faire monter ma cote Z, pour pouvoir espérer rentrer dans le programme. Puis moi, j'étais plus capable de l'université là, donc le système d'école privée où mais c'est juste tu payes puis welcome. Du coup, j'ai appliqué et voilà, pendant 5 ans après, c'était ostéo. Donc, ça a été 2 ans après mon bac en kin Ok. que je suis rentré en Puis ostéo. pour revenir au bac en kin, bon, tu dis que t'es pas si présent que ça à l'école. Est-ce que tu te voyais continuer en kin? Comment tu as perçu ça pendant tes études? Je comprends, après, tu rentres à l'énergie cardio, ça te dégoûte un peu. Ouais. Pendant le bac, est-ce que tu as des aspirations à faire quelque chose avec la kin? C'est vraiment le plus vite pour toi? C'est vraiment, tu sais, à l'université, ou plutôt, on va revenir un peu en arrière. Ouais. Moi, j'ai fait l'école dans le système français. Donc, t'étais super supervisé et pris en charge. Tu sais, on prend les présences dans les classes, là, au cégep. Enfin, ça dépend des cours, mais tu ne prennent pas les présences, t'es un peu libre, c'est toi qui choisis ton horaire et tout ça. Dans le système français, c'est pas ça, là. Donc, t'es un peu trop pris en charge, moi, je trouve. Et après, quand on te libère à l'université, là, entre le lycée français et l'université, je suis passé d'une classe où on était 25, tous les profs connaissent ton nom, c'est limite s'ils connaissent tes parents, et si t'es pas là, ils appellent tes parents, à une classe où on était 300 et le prof, il m'a jamais parlé de sa vie, tu vois. Ouais. Et donc, moi, j'ai passé une grande partie de mes études à l'université à penser à juste chiller avec mes amis, là. Tu sais, j'étais libre. C'était comme, ok, je suis libre. Et donc, je pensais pas après mes études, là. C'était, j'allais à l'université, mais j'allais à l'université parce qu'on allait tous avec mes amis à la même université, puis on chillait le reste de la journée. Et c'est ça que j'ai fait durant mes études en kin, là, le gros. C'est pour ça que T'as après, goûté à la liberté et t'aurais pas dû peut-être. ça. Ouais. Donc, ça a été vraiment ça, mes études à l'université. Je pensais pas au après. Je pense que c'est pour ça que ça m'a un peu frappé. Après, quand j'ai fini entraîneur chez Énergie Cardio à temps plein, tu vois, après 2 ans, j'étais comme, OK, ouais, mais c'est ça, être C'est kin. quasiment devenu comme je l'ai en anglais, là, un corporate job, un 9 à 5, où tu rentres dans un Ouais. cubicule Ouais. et tu dois faire ton travail. Parlons aussi un peu de cette culture, un peu de l'entraînement, de ce qui t'a pas plu chez Énergie Cardio. Ça reste
un gym commercial. Bon, l'énergie cardio, ça n'existe plus, Mm. mais ça reste un modèle d'affaires qui est encore présent dans certains gyms. Ouais. Qu'est-ce qui, pour toi, n'a pas cliqué ou qui t'a un peu dégoûté du fonctionnement ou de comment l'activité physique est perçue? Mais tu sais, je pense il y a l'aspect, on va dire, gestion, salaire, tout ça, parce que un des premiers trucs, c'est le salaire. Tu sais, t'es comme, OK, j'ai fait un bac, puis t'es payé, quand tu finis ton bac, là, tu rentrais, t'étais à 18,50 à l'époque, puis c'était le plafond. Ouais, il n'y avait pas d'autre. Un autre. Fallait que tu ailles dans le domaine de la gestion pour gagner un peu plus d'argent. C'était le plafond, puis sinon, on te disait, genre, vends, puis tu vas avoir des commissions, et c'est comme ça que tu vas faire ton salaire. Ce monde-là de gym comme ça, ça fonctionne parce que, on va dire, il y a 2000 personnes qui sont inscrites au gym, mais la réalité, c'est qu'il y en a 500 qui viennent. Et encore 500, je suis généreux, là. Puis Je ça, pense que ça n'a même pas la capacité d'avoir... non. Si les clients viennent en même temps, Ouais. c'est Donc, de la cacophonie, là. Il y a une philosophie où, tu vois, on veut limite que les gens s'inscrivent, mais qui viennent pas d'une certaine façon, où ça fonctionne très bien si les gens viennent pas et ils sont pas sérieux avec leur entraînement. Si tout le monde était sérieux avec leur entraînement, ça serait un système qui marcherait pas, en fait. Et donc, tu te retrouves dans une entreprise où beaucoup de gens abandonnent leurs objectifs. Tu as une clientèle, on va dire, qui est relativement, tu sais, soit perte de poids, soit gain de masse. Il n'y a pas plus que ça. La réalité aussi, c'est que des gens qui viennent pour une perte de poids ou un gain de masse, bah, c'est des êtres humains avec une histoire, tu vois, et aussi qui ont vécu des choses. Pourquoi est-ce que tu as envie de potentiellement changer ton apparence? Qu'est-ce qui est difficile pour toi en ce moment avec ton apparence? Enfin, comment est-ce que tu vois, toi, l'entraînement? Pourquoi est-ce que tu viens t'entraîner? Au Nautilus, moi, tu vois, si tu te souviens, mais c'était beaucoup ce que je faisais. Et Amélie, elle était super contente avec ça. Mais ça clash avec la culture de ce qu'est le gym. Parce que Ouais, quelqu'un parce qui que- dit je vais faire une perte de poids, théoriquement, tu dois le mettre sur tapis roulant, faire ses programmes, l'envoyer à la Ouais. nutrition et l'encourager à aller dans cette direction. Quand toi, tu prenais un pas de recul et tu posais la question, Je disais, on va pas se c'est quoi qu'il y peser. a de mal techniquement sur ton pont en ce moment? Ouais, je me suis retrouvé avec plusieurs de mes clients, tu vois, qui pleurent devant moi. Et moi, j'ai toujours trouvé ça comme étant positif dans le sens où genre, s'il y a quelque chose qui doit sortir, faut que ça sorte. Et viens, on va essayer de bouger, de s'entraîner euh, avec une intention qui est pas négative à la base, tu vois. Par rapport à quelqu'un qui vient parce qu'il a, on va dire, une souffrance interne et en fait, sa motivation, c'est sa souffrance interne. C'est très correct, hein, parfois, c'est très correct parfois. Mais je pense que il y a d'autres chemins aussi qui peuvent être pris et je pense que parfois, il faut d'abord parler des choses, tu vois, qui potentiellement sont difficiles, juste pour se demander, genre, pourquoi est-ce que tu as envie de faire ça? Et donc, comme moi, je prenais le temps avec mes clients et ça marchait, je veux dire, ça marchait bien même dans ce système-là, mais j'étais pas le genre d'entraîneur, on va dire, qui pesait chaque semaine et t'as mangé quoi? Pourquoi t'as pas perdu 2 livres cette semaine? J'avais même des gens qui me disaient, j'ai eu une grosse semaine, genre émotionnellement, ça a été difficile, j'ai vécu des choses, nanana, et je lui disais, genre, bah, tu sais, c'est chill, genre, si t'as mangé un burger cette semaine, là, je vais pas en plus, moi, arriver et faire comme, hey, Ouais, c'est ça. qu'est-ce que tu Mettre fais? un couteau dans la plaie, là. Ouais, donc il y a un peu, ouais, ce truc-là dans les gyms, un peu perte de poids, gain de masse, qui m'a toujours me faire sentir pas trop au bon endroit, d'une certaine façon. Si on regarde l'endroit où on est, il n'y a pas de machine. Comme on verrait Ouais. dans un gym. Il y a des plantes vertes, il y a des barres pour s'accrocher, on est dans le ludique, on est dans le fun. Et les gyms, dernièrement, ils ont repris un peu cette approche d'avoir des barres, d'avoir un espace plus ouvert. Si on Ouais. pense au iRox, bon, après, ils reviennent avec la souffrance, avec la difficulté, et bien sûr, ça différencie de qu'est-ce que le mouvement. Et Ouais. on voit déjà
ce grain qui se plante en toi de cette approche-là qui arrive, parce qu'on voit que tu aimes l'activité physique, tu aimes le mouvement, tu aimes les gens, mais le modèle américain, c'est pas celui qui est nécessairement fité avec ce que tu faisais. Comment tu perçois l'ostéopathie à ce point-ci? Parce que là, on est vraiment dans un aspect où on veut guérir, on veut être dans un état de santé. C'est pas la même chose que la kinésiologie. Comment tu vis tes débuts dans tes études? Est-ce que tu te sens encore comme à l'université, c'est juste du par cœur, je dois juste lire, ou est-ce que là, tu commences à te rapprocher de tes cordes? Ce que m'a amené l'ostéopathie au départ, ça a vraiment été une prise de conscience et un changement de perspective par rapport à comment est-ce que je voyais l'activité physique et la santé. Avant, enfin, tu vois, ça faisait 2 ans que je travaillais dans un énergie cardio et c'était tu manges, tu bouges et tu comptes tes calories et tu sais, tu te mires. Et l'ostéopathie, ça m'a amené une vision plus globale. Ça m'a amené une vision aussi qui m'a permis de faire des liens entre les différentes sphères de la vie, d'avoir une image aussi plus unifiée. Tu sais, le corps fonctionne comme une seule unité. Ça, c'est un des grands principes de l'ostéopathie, que tout est interconnecté. Et du coup, dans l'entraînement, il y avait ce clash à ce moment-là, moi, dans ma vie, où j'étais comme, OK, ben en fait, l'isolation, tu vois, genre bicep curl, tu vois, ça faisait plus de sens. J'étais comme, pourquoi est-ce que j'entraînerais juste un muscle alors que j'ai même pas le contrôle de mon corps? Ou pourquoi est-ce que j'essaierais de soulever des poids de plus en plus lourds à chaque fois, alors que la réalité, c'est que je pourrais même pas faire un pattern au sol de locomotion, genre, et je veux dire, je vais essayer à ce moment-là. Et quand t'es poche, là, tu commences, t'es vraiment poche et tu te crois en forme. Tu sais, parce que je jouais au handball, je m'entraînais et là, t'essayes un move de calisthénie et tu te rends compte que comme, OK, t'as aucun contrôle sur ton corps. Ce que les gens sous-estiment souvent en calisthénie, c'est ça. Ouais. C'est qu'ils te voient faire un muscle-up, disons, puis ils se disent, je suis capable, je vais le faire. Mais c'est pas juste un exercice de force, c'est un exercice de coordination, d'application de puissance au bon moment. Il y a de la technique. Et je peux comprendre que, je pense qu'on l'a tous vécu un peu ce moment-là où tu fais tellement de gym. Et je peux faire l'analogie aussi avec des gens qui font du gym et qui vont en boxe. Ouais. Et parce qu'ils ont levé lourd, ils pensent qu'ils vont pouvoir mettre KO de n'importe qui. Et quelqu'un qui est 20 livres de moins, il arrive avec ses pattes d'ange, son mouvement, ça frappe, il arrive à timer. Et c'est un peu ce qu'Ido a amené à Connor. Il parlait de timing, de précision, de force. Donc, c'est un peu ça que tu commences à réaliser, ça t'ouvre un peu les yeux à ce que l'activité physique peut être. Exactement, ouais. Ça m'amène une image plus globale. Le mouvement peut être aussi relié à des concepts et des idées, pas juste des capacités, pas juste toujours plus ou toujours moins. Ça peut être aussi, tu vois, comme tu as dit, la coordination. Donc, comment est-ce que je peux synchroniser mon poing avec mon transfert de poids pour qu'il y ait plus de poids dans mon poing quand je boxe? Comment est-ce que je peux mettre en place des exercices pour ressentir ça, tu vois, et le comprendre et l'appliquer dans un certain contexte. Et le pouvoir pour moi de la pratique du mouvement, c'est vraiment que ça t'amène, on va dire, cette façon de voir le mouvement. On regarde le mouvement pour ce qu'il est, dans sa forme, j'ai envie de dire, la plus simple, et pas par rapport à une discipline fixe. Par exemple, les équilibres sur les mains, tu sais, on en retrouve en yoga, on en retrouve en cirque, on en retrouve en gymnastique, en calisthénie. Et chaque discipline a un peu son approche et sa méthode de comment est-ce qu'ils arrivent à faire ces mouvements-là. Le mouvement, on est intéressé par toutes ces approches-là pour juste apprendre de façon plus globale. Comme pas de recul. Ouais, ça, comment je peux faire ça? Qu'est-ce qui est intéressant chez tout le monde et qu'est-ce qui est moins intéressant peut-être dans cette pratique-là ou cette pratique-là? Parce que ce qu'on veut pas, en fait, c'est s'enfermer dans une pratique et en se disant, genre, la façon d'apprendre, c'est ça. C'est comme ça qu'on fait dans cette discipline-là. On est intéressé par comment est-ce qu'on fait ou comment est-ce que le monde entier fait. Comment est-ce que je peux, moi,
apprendre de n'importe qui, tu vois, n'importe comment aussi d'une certaine façon. Eux, ils ont une approche, eux, ils ont une autre approche. Tous les chemins mènent à Rome, tu vois, c'est un peu cette philosophie-là. Les antiracistes du mouvement. Je sais pas si je dirais ça. Bon, je disais à la blague les antiracistes du mouvement parce que, comme tu dis, tu te fixes pas à une seule discipline. Comme exemple, en CrossFit, quelqu'un qui ferait des handstands, c'est clairement que pour arriver du point A au point B avec ses mains. Et vous, ben, c'est comprendre le mouvement des doigts, l'anatomie du corps, le mouvement, comment que, en acrobatie, on pourrait rester à une main, comment en capoeira, on aime l'introduire pour enchaîner d'autres mouvements. Mais ces mouvements-là, tu le sais, toi et moi, ça mène à des blessures. Ouais. Ça mène à des l'usure. Fait que autant tu veux explorer des affaires, parce que tu explores, ben, tu mets ton corps un peu dans des cordes sensibles. Est-ce que l'ostéopathie, c'est quelque chose que pour toi a été révélateur par rapport aux blessures? Parce que tu disais tantôt aussi que tes clients te posent des questions sur les blessures. T'es pas outillé avec ton bac en kin, selon ce que je comprends. Comment l'ostéopathie joue un rôle au niveau des blessures? Parce que on parle de thérapie manuelle et on sait que ça a un effet. L'ostéopathie, t'apprends, c'est une pratique en soi, hein, c'est un métier dans son ensemble. C'est 7 ans d'études. Quand tu finis tes études, tu commences ta pratique personnelle. À l'intérieur des études, tu as 3 ans de clinique supervisée avec d'autres ostéopathes où tu fais des traitements en supervision. Quand je finis, moi, mes études en ostéopathie, je commence à pratiquer et c'est sûr que tout ce que j'ai appris, ça m'aide, moi, à analyser mon propre cas aussi par rapport à mes blessures. J'ai beaucoup consulté en ostéopathie. J'ai eu beaucoup de problèmes parce que j'ai fait 18 ans de handball, donc je faisais tout le temps le même geste, une rotation, des genoux, des coudes parce que tu tombes sur le plancher. Et tu vois, c'est un des trucs qu'on retrouve dans le mouvement, mais dans le mouvement, on veut être des généralistes parce que le problème de toute discipline, c'est qu'au final, tu fais un peu tout le temps la même chose. L'ostéopathie m'a aidé, moi, à comprendre un petit peu plus comment fonctionne mon corps, c'est quoi les différents types de blessures, c'est quoi les différents types de sensations que tu peux ressentir dans ton corps aussi quand tu as certains types de blessures. Donc définitivement, ça m'a appris à observer ce que je ressens et ce que mon corps me dit au travers des sensations que je ressens. Et comment les gens perçoivent ta pratique après? Tu sors, tu gradues, tu as dit que tu as fait des cas cliniques. Là, t'es professionnel. Tu es un ostéo, tu n'as plus ton prof qui t'accompagne pour te dire non, telle technique, tu ne devrais pas la faire. Tu as des clients qui rentrent. Au début, peut-être comme tout le monde, tu vois tes amis, ta famille, mais quand ça commence à être des clients qui ont par référence ton vu, comment tu vois ces gens-là percevoir l'ostéopathie? Scepticisme, ils ne comprennent pas, ils s'attendent à ce que tu mettes des chandelles, des roches sur eux, puis que tu quittes la salle. Comment ils perçoivent ça, toi? T'as différents types de personnes, je dirais. T'as des gens, ils viennent parce que ils ont déjà consulté, donc tu vois, ils sont comme convaincus déjà, et ça, tu fais juste des traitements et c'est cool. Et t'as des gens, ils viennent et c'est leur première fois, là. Ils ont jamais vu d'ostéopathe de leur vie, donc t'es la première rencontre. Et des gens ont des doutes, ils savent pas forcément exactement ce que c'est, même quand tu leur expliques, tu sais, tu peux pas résumer 7 ans d'études en 15 minutes pendant que tu fais ton traitement. Mais tu te retrouves avec tout type de personnes. Tu as des gens super sceptiques, mais je dirais que les plus sceptiques, tu sais, ils viennent pas en général, hein. Les gens qui viennent, c'est qu'ils ont toujours une certaine ouverture. Et donc, ils sont méga désespérés. Oui, ils sont tout méga essayé, désespérés, puis là. Ça arrive souvent. Soit je suis le dernier. Donc, les gens, ils ont vu physio, médecin, et je suis le dernier. Ils sont comme, j'ai vu tout le monde et personne ne sait ce que j'ai. Soit je suis le premier. Un des deux, là. C'est rare que je me retrouve au milieu. Donc, ouais, tu te retrouves avec plein de types de personnes différents. Toi, comme thérapeute à ce moment-là, tu sais, tu as fait de la kin, tu as vu que tu manquais d'outils. Comme ostéopathe, est-ce que tu te sens maintenant plus outillé? Est-ce que tu sens que tu as un effet
réel, concret auprès des gens? Définitivement, ouais, c'est sûr que ça m'a donné beaucoup de confiance à guider les gens. Je pense que quand tu fais des études et que tu commences ta carrière dans le monde de la santé aussi, un des trucs que moi j'ai réalisé, c'est que tu peux pas tout savoir, hein. Et je dis ça dans le sens où ce que je fais, moi, en tant qu'ostéo, c'est principalement, on va dire, guider les gens quand il y a une problématique, essayer de leur faire prendre conscience de potentiellement qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les timings, qu'est-ce qui peut se passer aussi. Je dis souvent aux gens, tu sais, il peut se passer 3 choses là, soit ça s'améliore, soit ça reste pareil, soit ça empire. Puis ça se peut que moi, je suis pas la personne qui trouve tes problématiques, hein, mais je suis pas la magie, hein. Non, non, Donc, c'est sûr. on a des hypothèses, tu sais, c'est quand je pratique, je me dis, ah, potentiellement, ça peut être ça la problématique. Donc là, j'essaye, je fais des techniques par rapport à ça. La personne, 3-4 jours après, c'est comme, OK, est-ce que ça va mieux? OK, good, on est sur le bon chemin. Ou ça a rien changé et tu vois, ça veut dire que j'ai manqué ma shot d'une certaine façon. Euh, le monde, je pense, de la thérapie, c'est des hypothèses et tu essayes quelque chose et ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et quand ça fonctionne pas, moi, je me sens super à l'aise de dire aux gens, tu vois, j'ai essayé différents trucs et je pense que peut-être que ça serait intéressant pour toi d'aller voir un autre professionnel de la santé plutôt que je passe 10 séances à essayer de trouver le problème. Pour c'est quelque chose qui... En forçant, je crois beaucoup au fait que quand tu as plusieurs cerveaux qui réfléchissent à une problématique, ça va plus vite. Moi, je suis quelqu'un qui réfère beaucoup. Avant de partir ce local, cette entreprise, tu as dû un peu t'éduquer dans la culture. Bien sûr, beaucoup peuvent se clamer professionnels du mouvement. Je pense que tu as eu un parcours éducatif. Tu l'as mentionné, tu as été avec Marcos et Pazzolo. Marcello Pazzo, qui est un des étudiants d'Ido Portal, qui est un des fondateurs, ou peut-être le fondateur du mouvement comme tel. Tu as voyagé aussi pour ouais. aller faire des formations à l'externe. C'est comment un peu ces expériences d'aller être et accompagné de personnes Ouais. qui pratiquent ce que toi tu désires? Ça a vraiment été un grand tournant dans ma vie qui a été déclenché par le Covid. C'est pendant le Covid que vraiment j'ai commencé à me mettre à 100% dans le mouvement et c'est à ce moment-là que j'ai pris un prof en ligne et je m'entraînais à peu près 25 à 30 heures par semaine là, pendant le Covid et j'ai fait ça pendant 2 ans et demi quasiment à ce rythme-là. Et vers la fin du Covid, c'est là où je me suis dit que je voulais aller rencontrer ces gens-là. Donc, je suis parti en Espagne m'entraîner pendant 1 mois avec mon prof de l'époque qui s'appelle Mathias Sismari. Je me suis entraîné pendant 1 mois et pendant ce voyage-là, à la fin du voyage, Mathias, lui, son prof, c'était Roy Gold. Et il me dit, c'était en février, moi, que j'étais en Espagne. Et il me dit, en mai, moi, je vais aller voir Roy et je vais aller m'entraîner, tu vois, avec lui pendant 1 mois. Est-ce que ça te tente de venir avec moi? Et moi, j'étais comme, man, sure. Toi, est-ce que tu le voyais déjà à travers les réseaux sociaux à ce moment-là? Roy Gold, bien sûr. C'est ça, ok. Moi, je l'ai suivi aussi, là. À ce moment-là, c'est une bête du mouvement. ouais, je pense, c'était un de mes rêves, moi, d'aller à cet endroit-là, dans cette salle-là, en plus. C'est une salle que tu vois, tu sais, dans les documentaires, Ido Portal, tout ça. C'est là où ça a pris naissance. Ouais, là où tout a commencé et tout. Et moi, après mon premier voyage, 2 mois après, je me retrouve là-bas et je suis parti, du coup, 1 mois en Israël, m'entraîner avec Roy Gold pendant 3 semaines et mon prof. Et c'était le rêve aussi de juste enfin tu vois, j'avais ce rêve-là d'être un athlète professionnel avec le handball et je rêvais moi d'avoir un rythme de vie où t'as qu'un seul truc à faire là, et tu penses à rien d'autre
comme quelqu'un qui va en Thaïlande faire du Muay Thai, Ouais, t'es là, tu manges, tu dors, tu t'entraînes. imbibé de la culture du mouvement, de là où le mouvement prend naissance comme culture, comme mouvement. Et toi, t'es là-bas. Et parle-moi un peu de cette expérience dans le concret. Tu dis que tu manges du mouvement, tu dors Ouais, du je fais mouvement. que c'est ça. que ça. C'est quoi qui, selon toi, est différent, exemple, de ce qu'on peut retrouver ici parfois? Je pense que quand tu voyages et tu vas à l'extérieur, tu, euh, tu t'autorises à être différent. Tu sais, personne te connaît. Euh, Ce que tu vois tous les jours, c'est un environnement différent. Du coup, tu vas pas forcément retomber dans des patterns de pensée que tu peux avoir quand tu es chez toi et tu es tout le temps chez toi et tu vois les mêmes gens et tu es tout le temps entouré du même environnement. Donc, ces voyages-là m'ont vraiment aidé à, on va dire, ouvrir mon esprit. Tu vois, c'était comme, bon, OK, il y a plein de façons de voir les choses, il y a plein de façons d'enseigner. Le voyage en Israël a vraiment changé, moi, la façon dont j'ai enseigné mes cours après. Parce que j'ai pu voir comment est-ce que eux ils enseignaient et tu as vraiment une structure et une façon de transmettre qui moi m'avait vraiment marqué à l'époque. Et c'est après ce voyage-là que je reviens à Montréal et que je décide de lancer mes cours à Montréal. Et c'était le début de l'été et du coup je lance un horaire de cours, je me souviens, beaucoup trop gros. T'es revenu avec tellement d'ambition, d'idées. Ouais. Fallait le concrétiser d'une certaine façon. Exactement. Mais tu sais, ces voyages-là et rencontrer des gens qui t'inspirent, c'est quelque chose qui te nourrit, qui te motive et qui te laisse croire en tes rêves. Ça t'a donné des ailes. Ouais, vraiment, c'est vraiment, tu rencontres ces gens-là. Un des trucs aussi que j'ai appris, tu vois, c'est que Roy Gold, c'est un être humain. Genre, on s'est retrouvé plein de fois après le cours à juste jouer à des jeux et c'est un mauvais perdant. C'est trop drôle. Mais tu vois, c'est là que tu te rends compte, c'est comme, OK, it's just a normal guy, you know. Si lui, il y arrive à quelque part, Ouais, c'est ça, c'est vraiment un c'est pas personnage. si inatteignable comme modèle. Ouais, non, son niveau en mouvement, Exact. j'atteindrai, je pense, Mais jamais. ce qu'il a été capable de faire, comme avoir des gens autour de lui qui Ouais. pratiquent le mouvement, Ouais, être ouais. professeur, ça, Ouais. c'est des choses Faire atteignables. voir sa salle et tout, ça, ouais, c'est quelque chose de vraiment atteignable. Et ça m'a donné envie d'orienter ma vie autour du mouvement. Et là, tu fais plein de cours. Ouais. Pro, ça, tu dis? Là, ça va. Comment ça se passe cet été-là que... Cet été-là, à ce moment-là, ouais, je lance un horaire, je pense, je donne des cours, je crois, 6 jours semaine. Et au début, je me dis même, genre, je vais donner cours matin et soir, genre un truc comme 10 cours par semaine, 12 cours. Tu veux garder le rythme que tu avais là-bas, là. Impossible. Impossible. Et ça se passe comme ça doit se passer, dans le sens où je me retrouve à plusieurs cours avec personne. Tu vois, avec personne. Mais là, à ce moment-là, moi, quand je lance mes cours, je m'étais dit dès le départ que ça allait arriver. Et tu vois, c'est juste normal. Tu commences ton truc et tu vas pas commencer avec 25 personnes à tous tes cours, un horaire rempli. Donc, je l'avais vu venir et je m'étais dit que ces moments-là, j'allais juste, moi, faire ma pratique et m'entraîner, tu vois. Donc, c'est arrivé plein de fois. Je donnais des cours gratuits. C'était ton premier cours. Tu avais un cours gratuit pour faire découvrir. Moi, mon objectif, c'était vraiment on va dire, de m'afficher et de dire, OK, C'est moi qui... il y a ça qui existe maintenant à Montréal. Juste, Ça vous tente, je suis là. juste pour revenir juste un peu avant, je vais revenir un peu sur ton voyage et on touche rapidement. L'intensité des entraînements, comment tu l'as vécu? Parce qu'au début, tu t'entraînes en ligne seul. Je pense qu'on a souvent eu cette expérience où quand on entraîne notre client, il nous dit, quand je suis avec toi, c'est vraiment plus dur. Et techniquement, c'est la même chose quand quelqu'un s'entraîne au gym, tu lui as donné son programme, tu t'attends à ce qu'il reflète la même chose. C'est quoi pour toi le niveau quand tu arrives là-bas et que tu dois, toi, t'accommoder à leur rythme? Parce qu'ils te demandent, ils te disent, ouais, comment ça se passe, toi? Non. Toi, t'es lui qui vient au cours et tu dois suivre leur rythme. Comment tu as trouvé leur intensité, leur niveau? Ouais, quand je suis arrivé, leur horaire là-bas, c'est un cours de 1h30 le matin
et un cours de 1h30 le soir. Ils ont juste 2 cours par jour. Et tu as les cours avec Roy que tu peux aller que s'il te dit que tu peux venir. Parce qu'ils sont plus durs, tu vois, les cours. Et c'est des cours de 2 heures, ceux-là. Et, et nous, avec Mathias, je me souviens, on arrive là-bas et on se dit, on va faire tous les cours, le matin et le soir. Et entre les deux, on s'entraînait. On faisait notre pratique personnelle. Donc, je m'entraînais à peu près 6 heures par jour, 6 jours par semaine. Tu vois, c'était le rythme que j'avais là-bas. T'as grillé ton système. C'était, et je pense, tu vois, je toffe avec un rythme en étant capable de tout faire dans les cours pendant, 10 jours. Et après, tu as tous les profs des cours qui sont comme, ouais, ok, t'es pas obligé de faire là cet exercice. Ils ont pitié, là. Dès comme tu l'as fait ce matin, tu sais, c'était comme, t'es pas obligé, là, c'est pas grave. Et là, tu commences à sentir la fatigue, mais comme je disais tout à l'heure, t'es en voyage. T'as l'adrénaline un Ouais, peu, tu vas l'adrénaline. trouver des affaires. T'as T'as que peu de ça. temps aussi, hein? Ouais, T'as 3 semaines, je suis resté là-bas 3 semaines. tu dois profiter au max, Tu là. vois, c'est ça que tu te dis, hey, moi, je veux profiter, je veux tout prendre ce que je peux prendre et je dormirai quand je rentrerai à Montréal, tu vois, c'est pas grave. Mais aussi, j'avais que ça à faire. Donc, je faisais, même c'est là que tu réalises que dans une journée, tu vois, 6 heures, c'est pas tant que ça, hein. C'est 2 heures le matin. Ouais. Après, on mangeait. J'avais le temps de dormir, genre 1 heure. Là, je rebougeais à un autre 1h30, 2 heures. Parfois, j'avais encore le temps de faire une petite sieste. Et après, on faisait le cours du soir. On allait manger et on se couchait. On recommençait le lendemain. Un peu comme les sports de combat, hein. Tu sais, quand tu vas en Thaïlande, c'est ce qu'ils disent, il y a le footing le matin, Ouais. ils vont faire un peu de sparring, vont dîner, sieste, reviennent s'entraîner. Le soir, c'est du sparring en groupe. Mais c'est un mode de vie, hein. Ouais, Toi, t'es arrivé là, Ce qui est, tu t'es imprégné de leur mode Ouais. de vie, mais ce qui est dur, c'est que les cours en groupe sont pas faits pour ça. Les cours en groupe, ils sont pas faits pour des gens qui viennent le matin et le soir. Donc, c'est spécifiquement pour les gens qui Ouais. viennent que les soirs. Donc, c'est à toi de gérer ton énergie, tu vois. Et au début, il y avait pas de gestion. C'était 100% tout le temps et voilà. Mais, Et le niveau, comment tu l'as trouvé? Les exercices, Quand la je suis complexité arrivé, des ouais. choses. Quand je suis arrivé là-bas, ouais, ça faisait à peu près 2 ans que je m'entraînais tout seul dans mon salon. Et j'arrive là-bas et je suis en forme physiquement, tu vois, en termes de capacité, mais en termes, on va dire, d'intelligence de mouvement, donc de compréhension, être capable de voir un mouvement et de comme, ok, c'est bon, I get it, et hop, tu recommences et il y a une rotation, tu mets ta main là, tu croises ta jambe, blablabla. Ça, je suis perdu au début, je suis perdu. Je me retrouve plein de fois à pas comprendre. Je suis là, en plus, parle en hébreu, j'ai aucune idée de ce qu'il dit. Il parle pas en anglais. T'es là-bas et il y a quelques personnes qui viennent te traduire quand ils ont le temps. Donc, c'est que tu observes et tu essaies de faire pareil. Et je pense, tu vois, je pense que c'est à la 3e semaine que je commence à comme, ok, T'as capté. ouais, Ton œil s'est aguerri à la situation. ce que j'ai vraiment entraîné là-bas, on va dire, c'est ma capacité à apprendre visuellement, tu vois, sans Parce que c'est un langage, le mouvement, dans le fond. ouais, Tu sais, même 100%. s'il parle une autre 100%. langue, la façon dont il va placer ses mains, dont il va les enchaîner, toi, tu dois comprendre ce code. Ouais, Et c'est ce que ton cerveau doit comprendre, ce code-là, pour l'imiter. Et après, c'est un langage universel. ouais, et c'est aussi, tu vois, tu peux parler de ce que tu ressens à l'intérieur de ce mouvement-là. Tu sais, quand tu essayes de faire des handstands, par exemple, c'est un bon exercice où tu peux comprendre ça. C'est que même si tu es fort flexible ou whatever, si t'as pas cette compréhension de comment est-ce que tu fais pour créer ton équilibre, bah, tu n'auras jamais un handstand. Et comment est-ce que tu fais pour développer cette compréhension-là? Enfin, moi, je trouve qu'une bonne façon de le faire, bah, c'est de communiquer et du coup de parler avec les gens qui ont déjà fait ce chemin-là, tu vois. Donc ça devient ça devient littéralement un langage, tu vois. C'est Ouais. on parle, c'est comme hey, qu'est-ce que tu ressens, comment tu mets tes mains, tes épaules. Quand tu dis ouvrir tes épaules là, c'est quoi là concrètement là?
quand tu me dis ton centre de masse, nanana, c'est comme, ouais, c'est quoi? Mais déjà, avoir la tête à l'envers, c'est quoi la sensation, tu sais? Ouais, tout change. C'est quoi tes repères? Ouais. Donc le mouvement amène ça t'oblige à parler avec les gens, à discuter de toi, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu visualises, qu'est-ce que tu comprends. Et donc au travers de ça, tu crées des liens avec les gens. Donc ouais, c'est vraiment un langage, le mouvement. Et bon, on parle de ce voyage-là, tu reviens, beaucoup de cours. Bon, c'est pas exactement comme tu pensais que ça allait être, mais à quelque part, cette langue fait en sorte que tu trouves une certaine communauté à Montréal. Ouais. Est-ce que tu savais que cette communauté existait? Est-ce que c'est toi qui l'as bâtie? Comment tu arrives au point où aujourd'hui, tu es capable d'ouvrir un local spécifiquement dédié au mouvement? Ouais. Ça a pris 2-3 ans. Quand j'ai commencé à donner les cours, j'ai rencontré plein de gens. Il y a plein de gens curieux, tu sais, qui sont venus essayer et tout ça. Et j'ai réalisé qu'il y avait un autre prof de mouvement à Montréal. Je n'avais aucune idée avant ça. Qui était un des étudiants de Ido. Il s'appelle Didier. Maintenant, il vit dans les Laurentines. Et j'ai rencontré des gens et j'ai rencontré un truc qui a beaucoup influencé la suite des choses, c'est que j'ai rencontré des danseurs contemporains et qui m'ont amené dans le monde de la danse. J'ai commencé à danser beaucoup plus, ce qui a influencé mes cours. Mais ça, c'est plus mon parcours personnel. Je pense que la question, c'est plus comment j'ai construit. Comment tu en es arrivé à... Ben, je pense que ça fait partie un peu de la réponse parce que ce que je te parle, c'est de cette communauté qui s'est bâtie. Ouais. Et comme on en parlait tantôt, le mouvement, c'est pas discriminatoire à une discipline, c'est une ouverture à Ouais. tous ces gens qui font du mouvement à la fin de la journée. J'avais des clients de Nautilus, tu sais, qui me suivaient, dont Christian qui est toujours là, ça fait genre 8 ans maintenant. On aime les Christians de ce Ouais. monde. Qui me suit. Grâce à lui, j'ai jamais lâché. Il a vu tout mon parcours avant même que je commence le mouvement. Mais après cet été-là, j'ai écrit à tous les gens qui étaient venus au cours cet été-là et je leur ai dit, j'aimerais continuer à enseigner, mais l'hiver, tu sais, on ne peut pas être dehors. Donc, je vais louer des studios. Et j'ai commencé à faire des sessions. Donc, je faisais la session d'automne, c'était un 3 mois. La session d'hiver, c'était un 5 mois. Et j'avais dit à tout le monde, cash, genre, voilà les studios que j'ai trouvés, voilà combien ça coûte, les cours vont avoir lieu si j'arrive à rembourser les frais. Mais je me comptais même pas là-dedans. Donc moi, je me comptais pas de salaire. Là. Tout ce que je voulais, c'était être capable de payer le loyer. Et je voulais pas, moi, perdre de l'argent par rapport à ça. Donc je leur ai dit ça. Et je pense qu'il me fallait, pour payer les loyers, il me fallait 4 personnes. Puis j'ai eu les 4 personnes tout de suite. Et à la session d'automne, je me souviens, vers octobre, c'est là où vraiment ça a commencé à genre prendre de l'ampleur. Là. Parce que j'ai commencé à faire des pubs sur Instagram et tout ça. Et c'est là, je me souviens, je me suis retrouvé avec genre 18 personnes le dimanche dans un petit local où je pouvais avoir que 16 personnes. Et là, tu as un problème. Ouais. Un bon problème. Enfin, il y en a trop. Puis j'ai continué à faire ça après, d'année en année, louer des studios à droite à gauche, essayer de trouver des studios qui pouvaient répondre aux besoins que j'avais à ce moment-là, que ce soit en termes de taille, de tarifs. Donc, tu sais, ça m'a fait... t'apprends en gros à gérer des problèmes, tu vois. C'est un peu comme, OK, il me faut un studio. T'es stressé à chaque session parce que tu sais pas si les gens vont se réinscrire. Donc, j'ai commencé à faire ça et ça a tout le temps fonctionné, tu vois, de session en session. Et après, je suis tombé sur ce local-là. J'ai commencé à louer ce local-là juste pour les cours. Et l'ancienne propriétaire, à un moment donné, elle m'a demandé si je voulais le reprendre. Et c'était comme, sure, let's go. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé là. Donc, j'ai même pas cherché, on va dire, ce local-là. Il m'est vraiment tombé. Mais il y a une prise de risque quand même. Tu sais, de se dire, oui, tu te dis, je me lance à faire des cours de groupe, j'ai loué des studios,
Mais il y a cette prise de risque de se dire, si personne vient, ben, ce que je veux accomplir, ça fonctionne pas. Il faut quand même que je mette l'idée, il faut quand même que je sois celui qui entreprend de dire, je vais louer un local, Ouais, je m'occupe ouais. de ça, je m'occupe de charger de cours, soyez présents. Idem pour cet endroit-là, rien garantit que ça va rouler. Comme tu dis, d'une session à l'autre, tu te poses des questions, mais les gens répondent présents. Ouais. Comment tu vis cette culture, cette cohérence avec les gens? Comment vous discutez du mouvement rendu à ce point-ci dans ta profession? Ouais, je pense que beaucoup de gens qui viennent au cours à ce moment-là et encore aujourd'hui, ils viennent parce qu'ils sont curieux et qu'ils savent pas trop. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un peu de tout, mais on dirait qu'ils font rien en même temps. Tu vois, c'est un peu ce truc-là. C'est comme c'est de la danse, c'est un peu bizarre. Enfin, tu vois, j'attire définitivement des gens qui sont capables de se dire genre et ça me tente d'essayer même si j'ai pas trop d'informations sur qu'est-ce qui se passe. Donc tu rencontres des gens qui sont très curieux, très ouverts d'esprit, qui viennent de tout horizon. Je me suis retrouvé avec des gens du monde du cirque dans mes cours, du monde du yoga, de la calisthénie, des gens qui viennent juste, qui n'ont pas bougé depuis longtemps, mais qui ont envie de bouger et qui n'ont pas envie d'aller dans un gym. Je me retrouve avec beaucoup de gens aussi qui viennent des arts martiaux. Vu qu'on fait plein de choses avec une approche multidisciplinaire, on se retrouve avec plein de gens de plein de communautés différentes aussi. Et c'est vraiment cool à ce moment-là pour moi, parce que je rencontre plein de gens, plein de cultures différentes. J'ai l'impression de redécouvrir un peu Montréal aussi. Tu sais. Tu te retrouves avec toutes les communautés de Montréal. C'est ça, hein? C'est cool et c'est quand même nice, c'est fucking nice. Des artistes de Montréal, Ouais, déjà il y a qui tout. font des spectacles après. Ouais. J'ai vu que tu as été des fois au spectacle de certains de tes amis qui font de la danse, Ouais, bah ouais, du ouais. cirque. Je suis allé enseigner dans une école de danse contemporaine et donc tu vois, tu rencontres plein de gens et moi j'avais cette approche-là au départ, tu vois, où en tant que prof euh, et ça c'est un peu, on va dire la culture ido-portal là, où c'est comme tu dois faire des trucs fucking durs. Là. Tu vois, je voulais être impressionnant quand j'ai commencé à être prof et tout ça et je pense que en rencontrant un petit peu la communauté que j'ai créée au fur et à mesure, euh, ce qui au final est le plus important pour moi aujourd'hui, c'est surtout d'échanger avec les gens, de rencontrer les gens deviennent mes amis, on fait des activités à l'extérieur, on mange ensemble. Euh, j'ai une communauté genre WhatsApp où on fait des cercles de discussion où on discute de certains sujets. On a mis en place en ce moment un petit programme où on essaye de développer certaines habitudes de vie et on échange ensemble de comment ça se passe. Chacun choisit ce sur quoi il a envie de travailler. Euh, j'ai des gens qui cèdent leur bail à d'autres. Et tu vois, c'est vraiment une vibe genre communauté, on devient amis et genre on s'entraide et on échange et je m'attendais pas à ça au départ. Moi, je me voyais beaucoup plus en mode euh, les gens, ils veulent apprendre à faire des handstands, tu vois. Et en fait, les handstands, c'est cool, mais C'est plus profond que le handstand comme ça. ouais, c'est vraiment les gens, je pense, ils aiment apprendre à se connaître un petit peu plus au travers des échanges qu'il peut y avoir à l'intérieur des cours. Tu te retrouves à être dans une situation où t'es pas capable de faire quelque chose, donc tu es vulnérable d'une certaine façon. Euh, puis les gens qui sont là dans le cours, ils sont là pour t'accompagner, pour t'aider. Ils peuvent discuter avec toi. Et j'ai des étudiants, ils font mes cours depuis maintenant 4-5 ans. Donc, ils ont une certaine expérience. Je ne suis pas le seul prof dans mes cours. Moi, j'aime bien voir ça. Et j'essaye de faire prendre conscience aux gens qu'ils peuvent partager quelque chose avec la personne qui est à côté d'eux, parce qu'on a tous des choses à partager, que c'est pas juste faire un mouvement impressionnant, le mouvement. Dans la même optique qu'il y a des professeurs qui se créent à travers ta pratique,
Est-ce que tu te considères aussi comme un étudiant éternel Ouais, de la pour ça, pratique du mouvement? je suis toujours dans une école de mouvement. Je suis dans l'école de Marcello. C'est un programme sur 5 ans. On est à la 3e année. Je continue à voyager pour aller rencontrer d'autres profs. À l'automne, là, j'étais aux États-Unis, au Colorado pour un événement de mouvement. Toujours parce que au final, c'est ce que j'aime, prendre des cours. C'est le truc que je trouve le plus difficile en tant que prof, c'est que je donne des cours le soir. Moi, je peux pas aller aux cours que j'ai envie de faire. T'es un peu pris, là. Ouais, moi, je suis disponible Toi le aussi, tu jour. veux que quelqu'un te coache au handstand. C'est ça, tu vois. Enfin, j'ai un prof en ce moment de handstand que je vois toutes les semaines. Ouais, c'est le truc qui est difficile. J'enseigne le soir. La plupart des cours, ils se donnent le soir. Et donc, C'est un défi, là. ouais, t'es comme, ok. Il y a plein de trucs que j'aimerais bien faire que je peux pas faire. Mais ouais, 100%, tout le temps avec une curiosité, je pense, par rapport au mouvement. Et j'ai eu une période, tu vois, quand j'ai ouvert la salle ici, où rester un étudiant, c'était plus difficile parce que ouvrir la salle, c'était stressant et je pensais à plein de trucs. La vie d'entrepreneur, là. Ouais, et l'argent. Et donc, j'ai eu une période où j'étais vraiment moins focus sur mon apprentissage à moi. Et ça se reflétait dans mes cours. Mes cours devenaient un peu répétitifs. J'étais plus forcément motivé à enseigner. J'avais pas l'impression que euh, je, je, je partageais des choses nouvelles aux gens qui venaient au cours. Euh, et ça m'a fait prendre conscience à ce moment-là qu'il fallait que je change quelque chose. Et, euh, et on a mis des trucs en place. J'ai fait un sondage avec tous mes étudiants et tout, parce que je leur demande, tu vois, et je leur exprime aussi comment je me sens et qu'est-ce qui se passe aussi potentiellement dans ma vie. Et voilà ce qui s'est passé, voilà comment je me suis senti et voilà ce que j'aimerais mettre en place pour changer la dynamique dans les cours. J'implique beaucoup les gens, tu vois, dans Movement Practice Montréal. Parlant de Movement Practice Montréal et des projets à venir, bon, je sais que tu avais possiblement une clinique de handstand qui devait avoir Ouais. lieu. Ça a été repoussé en septembre. Ouais. C'est quoi les autres projets ou les projets à court terme Ouais. pour ta pratique, hein, comme formateur, comme coach? Un projet court terme. Il y a la session d'été qui arrive et donc ça va être de commencer à visualiser où est-ce qu'on va s'entraîner à Montréal parce que les cours sont pas à l'intérieur l'été, tout est dehors. Pour profiter des parcs, de la nature, des Exactement. infrastructures, parce que vous utilisez les blocs de ciment, les ponts, Les ponts, les rails, ouais, exact. Ils disent tout ce qu'on fait. C'est la mode repérage, là. Et c'est littéralement ce qu'on fait avec mon ami Toufik là pendant avril. Là, on va commencer à prendre nos vélos, se balader en ville et genre chercher des spots où on peut faire des trucs cool. Donc, le court terme, tu sais, ça va être ça. Il y avait la formation Handstand Teacher Training qu'on voulait donner au mois d'avril, mais on n'a pas eu assez d'inscriptions, donc on l'a décalé à septembre. Et pour des gens qui, bon, je sais même pas sur qui cette vidéo peut tomber, mais quelqu'un qui voit ce qu'on est en train de parler, c'est concrètement, c'est pour devenir un instructeur de handstand? Ouais, c'est une formation pour avoir une base sur comment enseigner les équilibres sur les mains, les handstands. On demande pas des prérequis physiques ou quoi que ce soit, mais tu sais, c'est sûr que c'est une formation de handstand, faut que tu sois un minimum capable de En tout cas, pour l'enseigner. C'est pas pour apprendre le handstand, c'est pour enseigner le handstand. Combien de jours? C'est 3 mois, c'est 140 heures en 3 mois, OK. 6 fins de semaine en présentiel, c'est 12 heures par fin de semaine. OK. Et on va passer au travers de l'anatomie, la philosophie, les principes de physique et de biomécanique, tous les exercices par rapport à chaque articulation, comment aussi donner des cues, à quel moment, à quel type de personne donner quel type de cue. Donc c'est vraiment Complète formation. ouais, formation complète après ça. Et donc,
quelqu'un qui entend ça, il veut donner une formation de handstand, il veut être outillé, il veut avoir toute la compréhension derrière ça. C'est où qu'il s'inscrit? C'est comment qu'il fait? Il doit t'écrire sur Instagram, sur un site web? Ouais, il doit m'écrire surtout m'écrire, je pense. Comme ça, on peut un peu discuter de. Fait que je mettrai le lien de sa page Instagram, Yes. celle de Movement Practice ou ta page personnelle. Les deux. Et je vais mettre en lien l'information d'une part pour ses cours qu'il donne. Je sais pas si les cours d'hiver sont complets, mais il est toujours disponible pour accueillir des gens. Idem pour l'ostéopathie, ça vous allez pouvoir l'écrire, il va répondre à toutes vos questions, mais vous allez avoir les informations. Si jamais vous voulez faire du mouvement à Montréal, c'est l'endroit où le faire. Moi, je vous le recommande fortement, donc venez pour ça. Pour être formateur de handstand, écrivez-lui, il va vous donner toutes les infos, les dates, ça va être quand. Il a repoussé la formation en automne, donc il y a amplement de temps pour découvrir c'est quoi qu'il veut vous offrir et bien sûr participer à ses cours l'été qui va peut-être vous donner une idée du type de formation qu'il fait, de sa pratique à lui et bien sûr de venir apprendre et d'être impliqué dans cette communauté qui est riche en humains. Il y a d'autres projets, il y a d'autres choses qu'on peut essayer de mettre en place. Profitez-en, hein. Là pour ça, là. On essaye potentiellement avec d'autres profs de mouvement à Montréal d'essayer de collaborer pour ouvrir un espace un peu plus grand et avec un horaire matin, midi, soir et fin de semaine. On essaye Alors, commencez à remplir ces cours-là parce que vous allez être prioritaire quand il va y avoir un grand local. Il y a un dernier point sur lequel je voulais toucher, c'est l'aspect social. Tu as un programme qui m'a... honnêtement, j'ai trouvé ça super chaleureux de votre part, toi et ta copine. Ouais. Vous parlez d'offrir des traitements sociaux. Je sais pas comment le concept est. Toi, parle-moi-en parce que moi, je suis pas très bon à décrire ce que c'est. Ça vient clairement de ma copine Mélodie. On discutait et elle me faisait remarquer l'importance et ses valeurs, elles, très profondes, d'aider les gens et d'offrir une accessibilité aux soins ou à l'éducation à des gens qui n'ont pas forcément les capacités financières ou qui peuvent ressentir une pression financière par rapport au contexte actuel économique, inflation et tout ça. Et donc, on a mis deux choses, en gros deux projets à part entière. Il y a le projet clinique, ostéopathie et acupuncture, où les mercredis et les dimanches, on offre une clinique sociale et donc c'est une échelle tarifaire. Les gens payent ce qu'ils veulent, entre 20 et 60 $ pour l'acupuncture et entre 30 et 60 $ pour l'ostéopathie. L'acupuncture, ça se fait sur chaise, donc il y a d'autres gens dans la salle, t'es pas tout seul et c'est grâce à ça qu'on peut offrir une échelle tarifaire plus accessible. Donc il y avait cet aspect-là par rapport à ostéopathie, acupuncture. Donc, on répète mercredi et dimanche. Mercredi et dimanche. Encore une fois, plus de questions, allez voir Adèle directement. Et l'autre projet? L'autre projet, c'est pour les cours en groupe, l'éducation au mouvement, où j'ai mis en place en gros 3 tarifs possibles. Les gens peuvent venir en fait de 3 façons possibles au cours. Il y a un tarif régulier qui représente, on va dire, la valeur juste monétaire des cours en groupe. Il y a un tarif communautaire qui est 25% moins cher et il y a un tarif sponsor qui est 25% plus cher. Et l'objectif, c'est d'essayer de répartir la charge et la pression financière pour que tout le monde puisse venir sans que ce soit juste moi qui offre mes cours à rabais. Et donc, encore une fois, l'aspect communautaire, Exactement. tout le monde participe. Ceux qui sont plus nantis, qui ont plus d'aisance à certains points dans leur vie, ils aident quelqu'un et ils savent où l'argent va aussi. Il va dans le cours de groupe, il va pour que la culture du mouvement grandisse. Donc, 2 volets. Un, c'est clinique. On l'a dit, c'est pour des traitements. Ouais. Et l'autre, un volet plus communautaire pour que les gens puissent bouger, puissent faire de l'activité physique. On sait que c'est compliqué des fois de s'inscrire à des gyms, de payer des coachs personnels. Et comme il a expliqué dans ses cours à lui, eh bien, il y a des gens qui ont 4-5 ans d'expérience dans ces cours et vous allez apprendre avec tout le monde. Et après ça, il y a des WhatsApp, il y a des échanges, il y a des il y a une vie derrière tout ça. Est-ce que tu as un autre élément que tu veux
partager un dernier mot, quelque chose par rapport à l'activité physique, ou est-ce qu'on a fait le tour? Je sais qu'on a beaucoup de choses là qu'on a dit. Ouais. Merci pour ce moment. Comme on disait, moi, ça m'a ramené dans plein de souvenirs super cool. Je suis vraiment content qu'on ait pu prendre le temps de faire cette entrevue dont on parle Depuis un certain point. Il m'encourage dans tous mes projets et je le remercie sincèrement moi aussi. Yes. Donc, je prends 30 secondes. Je suis très admiratif de ce que tu es. Je t'ai rencontré dans un gym. On a bien cliqué. J'ai vu ton parcours. J'ai entendu les clients pleurer. Mais pour des raisons, parce que tu avais un cœur ouvert à accueillir les gens. Et je pense que tu t'en rends pas compte, mais tu attires ça. C'est le positif que toi, tu dégages de toi et ça revient naturellement à toi. Les gens que tu rencontres, les cours que tu fais, c'est par ta positivité, ta chaleurosité. Donc, continue comme ça. Tu es un acteur positif du mouvement à Montréal et de l'activité physique. Donc, je tiens à te le dire, je suis admiratif, je suis fier de te connaître et j'espère voir cette communauté grandir, sortir des barrières de Montréal et que cette communauté puisse être au Québec au complet et qu'on prenne exemple d'une autre culture de l'entraînement. C'est pas juste la performance sportive, c'est aussi de bouger au jour le jour, de bouger différemment, un peu ce milieu artistique qui doit être partagé à d'autres personnes. Donc sur ça, continue ton travail. Je vais continuer à t'encourager comme je peux dans ce mouvement-là. Guys, merci beaucoup pour le temps que vous avez pris pour écouter. Comme d'habitude, je me répète, abonnez-vous, like, commentez et toutes les infos par rapport à Adèle seront mises en commentaire. Allez lui donner de la force. Sur ce, merci beaucoup et à la prochaine. Merci, man. Et voilà, c'est fait.